Bonjour à toutes et à toutes. J'espère que vous avez passé d'agréables fêtes de fin d'année, éventuellement de bonnes vacances, et que vous êtes plein de courage pour reprendre le fil de ce MOOC d'électromagnétisme. L'équipe pédagogique, Thomas qui est devant moi, Gilles qui est devant moi également, que vous ne voyez pas, et moi-même, nous vous souhaitons une très bonne année 2017. Nous n'allons pas aborder toutes les questions que vous avez pu notamment poser. Nous allons procéder par un ordre de priorité, à savoir les questions qui entrent le mieux dans le cadre de ce MOOC seront traitées en premier. Donc je vais donner la parole à Thomas qui va poser la première question. Bonjour à tous. Donc la première question porte sur les chiffres romains des éléments dans les raies spectrales et a été posée par Gilles Dumas. D'où viennent les notations des raies spectrales accompagnées d'un chiffre romain lorsqu'on mentionne la raie spectrale d'un élément, comme dans le direct, donc on parlait du premier direct. Exemple, hydrogène 1, Fe1, Ca2, etc. Qu'est-ce que le chiffre romain représente? Donc on identifie toujours une raie par l'intermédiaire de son élément chimique, bien sûr. Donc si c'est par exemple un élément comme le calcium, eh bien on écrit Ca. Et à côté, on va mettre effectivement un chiffre romain. Si j'écris calcium 1, ça veut dire du calcium neutre. Si j'écris Ca2 en chiffre romain, ça sera du calcium une fois ionisé, c'est-à-dire qu'il aura perdu un électron. Si j'écris par exemple fer 3, eh bien ça sera du fer deux fois ionisé. Et dans les milieux astrophysiques, notamment dans la couronne solaire, on peut avoir des éléments qui sont plus de 10 fois ionisés. Notamment, vous avez dans la couronne solaire du fer 13, par exemple, qui veut dire un atome de fer ayant perdu 12 électrons, c'est-à-dire 12 fois ionisé. Voilà, donc c'est une notation qui est extrêmement simple. Donc une deuxième question sur le ciel à très basse fréquence, question qui a eu beaucoup de commentaires. Alors le ciel à très basse fréquence, oui, c'est pas une question qui est forcément extrêmement simple, dans la mesure où nous n'avons pas de ce qu'on appelle de surveille ou de couverture globale du ciel en basse fréquence. Le rayonnement basse fréquence, c'est un rayonnement donc à grande longueur d'onde, et notamment décamétrique, hectométrique, kilométrique. On l'observe depuis, bien sûr, beaucoup d'années, beaucoup même de décennies, dans les magnétosphères des planètes, comme la magnétosphère de Jupiter. On l'observe aussi dans le Soleil, à la surface du Soleil. Et toutes les planètes ayant une magnétosphère, notamment donc Jupiter, Saturne, voire Mars, émettent dans le domaine des basses fréquences. La difficulté des basses fréquences, c'est que, bien sûr, leur longueur d'onde est très grande et elle peut parfois atteindre plusieurs centaines de kilomètres. Et comme chacun sait, eh bien, le pouvoir de résolution aux basses fréquences des radiotélescopes pose un problème, puisque le pouvoir de résolution se met sous la forme θ égale 1,22 lambda sur d, lambda étant la longueur d'onde, d étant le diamètre du radiotélescope, et θ étant ce qu'on appelle le pouvoir séparateur en radians. Alors, un des problèmes de la radioastronomie aux grandes longueurs d'onde, c'est que, évidemment, lambda étant très grand, si on veut avoir un pouvoir séparateur raisonnable ou petit, eh bien, il faut que le diamètre du radiotélescope soit nettement plus grand que la longueur d'onde. De ce fait, parfois, il faut avoir accès, il faut plutôt utiliser ce qu'on appelle l'interférométrie. Il faut utiliser l'interférométrie et donc avoir des bases qui peuvent être parfois intercontinentales. Donc les observations sont compliquées dans le domaine des basses fréquences. Alors, dans le domaine des basses fréquences, outre le Soleil et les planètes magnétisées, on observe les basses fréquences jusqu'à 1 à 10 kHz environ,
1 kHz, ça fait quand même 300 km de longueur d'onde, donc ce sont des longueurs très très longues. 10 kHz, ça fait 30 km de longueur d'onde, donc ça vous donne une idée de la dimension des bases qu'il faut avoir si on veut avoir un quelconque pouvoir résolvant. Ce sont essentiellement des émissions de type cyclotron, c'est-à-dire le rayonnement des électrons qui sont plongés dans un champ magnétique et qui spiralent sous la forme d'une hélice autour du champ magnétique. Lorsque les particules ont une vitesse relativiste, on appelle ça le rayonnement synchrotron. On va en trouver notamment au niveau des galaxies, avec un pic à environ 2 MHz. Pour les sources en dehors du système solaire et pour les sources ponctuelles, évidemment, on est loin de tout savoir et en fait on n'a pas d'instruments dans le domaine des très basses fréquences qui permettent d'avoir de la résolution angulaire, mais il y a un certain nombre de projets pour cela. Alors, une autre question était sur la rotation du Soleil, posée par Awa Seini. Bonsoir, dans le problème de l'effet Doppler, donc on parle du troisième ou quatrième problème de la semaine 6, pour calculer la vitesse de rotation du Soleil, on a multiplié par 2 l'expression de la vitesse de translation. Pourrait-on avoir une explication détaillée? Merci. Je ne suis pas sûr de comprendre totalement bien votre question. Je vais essayer d'expliquer les choses en fonction de ce qui me vient à l'esprit. Lorsque vous regardez le Soleil en face de vous, donc voilà, je dessine cette étoile, eh bien, vous avez en fait le bord Est qui est ici, et le bord Ouest qui est là. Le bord Est, eh bien, il vient vers vous, donc là je vais dessiner une vitesse d'approche, et le bord Ouest, eh bien, il s'éloigne de vous, puisque l'étoile est en rotation avec une vitesse angulaire oméga autour de l'axe des pôles et dans ce sens-là. Donc l'Est se dirige vers l'Ouest. Alors si vous comparez les spectres issus des deux bords, eh bien vous allez avoir au bord Est un spectre décalé, on dira vers le bleu, c'est-à-dire vers les courtes longueurs d'onde, parce que c'est un mouvement d'approche. Et puis si vous regardez le spectre du bord Soleil au bord Ouest, vous aurez ce qu'on appelle un spectre décalé vers le rouge, entre guillemets, c'est-à-dire vers les grandes longueurs d'onde. On va donc mesurer un décalage Doppler entre le bord Est et le bord Ouest, qui va représenter 2 fois la vitesse de rotation du Soleil. Ce qui fait que, quand vous comparez les spectres entre le bord Est et le bord Ouest, ce décalage Doppler, delta lambda, qui est proportionnel à, en valeur absolue, delta lambda égale lambda V sur C, lambda étant la longueur d'onde centrale de l'arrêt, eh bien vous allez mesurer donc une vitesse qui sera 2 fois la vitesse de rotation, c'est-à-dire que vous allez avoir approximativement 4 km par seconde. La vitesse de rotation du Soleil étant la moitié, environ 2 km par seconde au niveau de l'équateur, bien sûr. Alors, pendant qu'on est sur les problèmes, peut-être une petite question qui n'est pas dans les questions du direct, mais qui a été beaucoup posée sur le troisième et quatrième problème, sur la vitesse d'éloignement, je crois, parce que il y en a qui sont allés voir sur Mediacat, le site en ligne des formations de l'Observatoire, et ce n'est pas les mêmes résultats. Alors, il y a une raison à cela que Jean-Marie avait expliqué dans une réponse à un message, mais peut-être qu'on peut revenir dessus. Non ? C'était la vitesse d'éloignement, quand on calculait, c'était la vitesse d'éloignement, la vitesse de rapprochement pour les galaxies, quelque chose comme ça, non? Ah, les questions de convention. Oui. Oui, effectivement, on peut peut-être rappeler la convention qu'on a adoptée, nous, dans le cours d'électromagnétisme, à savoir qu'on compte positivement une vitesse lorsque la matière s'approche. Et on compte négativement une vitesse lorsque la matière s'éloigne. On utilise souvent cette convention, en ce qui me concerne, pour les physiciens solaires, parce que c'est la même qu'on utilise pour les champs magnétiques, à savoir qu'un champ magnétique est positif lorsque la polarité est nord, c'est-à-dire lorsque le champ magnétique vient vers vous, ça revient à l'approche pour les champs de vitesse, et pour les polarités magnétiques, on les compte également négativement lorsque le champ magnétique est une polarité sud, c'est-à-dire qu'elle s'oppose à vous, c'est-à-dire lorsque le vecteur champ magnétique est dans la direction opposée à l'observateur.
Donc j'ai adopté la même convention que celle qu'on utilise pour les champs magnétiques. Donc vitesse positive égale vitesse d'approche. Vitesse d'approche, ça veut dire décalage vers les petites longueurs d'onde. Alors que lorsque vous avez un éloignement, vitesse négative, ça veut dire un décalage vers les grandes longueurs d'onde. Petite longueur d'onde, je rappelle, ça fera haute fréquence, alors que grande longueur d'onde, ça fera décalage vers les basses fréquences. Il peut arriver qu'effectivement, que dans d'autres domaines de l'astrophysique, on utilise des conventions qui sont différentes. Effectivement, quand vous vous intéressez à la vitesse de récession des galaxies dans l'univers, comme la vitesse de récession est partout négative, puisque les galaxies s'éloignent de nous, vous pouvez effectivement adopter la convention inverse, de manière à n'avoir à traiter que des vitesses positives. Voilà, une autre question sur la fréquence plasma. La question s'appelle « Émission à la fréquence plasma ». Elle est posée par P. Lavaux. Bonjour, Monsieur Malherbe. Dans l'application de la fréquence plasma, la vidéo de l'observation du Soleil en fréquence radio montre des images très différenciées selon l'altitude. Alors que si l'on considère uniquement la fréquence de coupure, on s'attendrait pour la couche inférieure à avoir une superposition avec les émissions des couches supérieures à la même fréquence. S'agit-il d'images créées par différence, soustraction des images des couches supérieures, ou bien faut-il y voir un mécanisme d'émission à la fréquence plasma provoqué par des faisceaux de particules générés par l'éruption, tel que décrit sur le site de l'observatoire? Merci. Bon, je pense que le traitement de cette question est un petit peu complexe. On va d'abord rappeler la nature physique de la fréquence plasma. La fréquence plasma, c'est en fait ce qu'on appelle une fréquence de résonance. Je vais expliquer brièvement comment ça fonctionne, cette fréquence de résonance. Imaginez que nous prenions un modèle monodimensionnel, avec l'axe des X, comme ceci. Un électron sur l'axe des X, qui est d'ailleurs baigné dans un plasma composé de charges positives et de charges négatives, et on va imaginer qu'il y a N0 particules chargées par unité de volume dans ce plasma, de telle sorte que la densité volumique de charge sera égale à N0E moins NE, N0 désignant le nombre d'ions et NE le nombre d'électrons. Donc le nombre d'ions, ou plutôt le nombre de protons, le nombre d'électrons, avec NE égale N0 au repos. Donc dans un plasma au repos, on a donc ρ égale 0. Quand vous introduisez une perturbation dans ce plasma, eh bien, cette perturbation va donner naissance à une densité de charge qui ne sera pas égale à 0. Dans ce cas-là, la densité de charge sera égale à NE moins N0, facteur de moins E, c'est-à-dire moins NE, où N est égal à NE moins N0. Petit n représente ici la perturbation en nombre d'électrons par unité de volume. Eh bien, dès que cette perturbation apparaît, il va apparaître en même temps un champ électrique, parce que ce champ électrique est donné par l'équation de Maxwell-Gauss, divergence de E égale ρ sur epsilon 0. Divergence de E égale ρ sur epsilon 0, ça va nous donner en fait dE sur dx égale moins NE sur epsilon 0, N étant donc, je le rappelle, la perturbation de densité électronique qui se mesure en mètres puissance moins 3. C'est donc le nombre d'électrons par unité de volume. Donc on a une première équation qui est celle-ci. Chaque électron va être soumis au principe fondamental de la dynamique, à savoir m dV sur dt égale moins E. Seconde équation. Et on va avoir une troisième équation que je vais écrire en haut.
qu'on appelle l'équation de continuité, ou de conservation de la charge, qui est d ρ sur dt plus divergence de J égale 0. Alors, ρ, c'est ce que nous venons de voir, c'est-à-dire la densité volumique de charge, ρ égale moins NE, et J, c'est le courant électrique. Le courant électrique, c'est en fait un mouvement de charge, donc il n'y a pas de mouvement dû aux charges positives, il y a simplement un mouvement qui sera dû aux charges négatives, donc c'est-à-dire sous la forme moins N E V, V étant la vitesse des électrons. Eh bien, si vous couplez l'ensemble de ces équations, trois équations, équation de Maxwell-Gauss, divergence de E égale ρ sur epsilon 0, le principe fondamental de la dynamique qui régit le mouvement d'électrons, V c'est la vitesse de l'électron, dV sur dt est son accélération. La troisième équation, équation de continuité ou équation de conservation de la charge. Eh bien, vous obtenez, je ne vais pas faire le calcul, vous pourrez le faire vous-même si cela vous intéresse, vous allez obtenir comme résultat une équation qui régit la perturbation de densité, d2n sur dtd sur dt2 plus oméga p au carré n égale 0. Oméga p s'appelle fréquence plasma électronique, oméga p au carré est égal à n2 sur epsilon 0 m, n étant la densité électronique. L'équation de ce type a une solution du genre n égale grand A cosinus de oméga p t plus phi. C'est donc une solution qui est oscillante à la pulsation oméga p. Donc cette fréquence plasma, ou cette pulsation plasma, apparaît comme une pulsation naturelle de résonance du milieu lorsque l'on introduit une perturbation de densité. Donc cette pulsation plasma, elle est reliée directement à la densité électronique. C'est la raison pour laquelle l'atmosphère du Soleil va effectivement rayonner naturellement à la pulsation plasma, mais ce rayonnement va avoir une pulsation qui va dépendre de la densité du milieu. Donc plus la densité du milieu sera forte et plus la pulsation sera élevée. Autrement dit, plus vous allez vous approcher de la surface du Soleil et plus la pulsation sera élevée. C'est ce qui va permettre de sonder l'atmosphère du Soleil en ses diverses couches. J'ai représenté sur ce graphique en fonction de l'altitude qui est graduée en kilomètres. C'est l'abscisse. La fréquence plasma, alors ce n'est pas la pulsation, mais c'est la fréquence, c'est-à-dire que vous avez entre la pulsation et la fréquence un facteur de pi. Oméga p, c'est 2pi nu p, ce que je représentais, c'est nu p. Donc vous voyez par exemple, au voisinage de 200 km d'altitude, j'ai inscrit le mot Nobeyama. Nobeyama, c'est le radiohéliographe japonais qui observe à la pulsation plasma de 17 GHz et qui donc permet de visualiser la photosphère du Soleil et la basse chromosphère du Soleil. Dans l'encadré, j'ai représenté, encore une fois en fonction de l'altitude, qui est graduée en kilomètres, donc de 0 à 20 000 km à peu près, j'ai représenté la fréquence plasma correspondant à ces altitudes-là. Eh bien, vous voyez apparaître 3 fois le mot Nancy, notamment entre 4000 km d'altitude et 10 000 km d'altitude. Eh bien, le radiohéliographe de Nancy observe dans le domaine de fréquence qui va de 200 MHz jusqu'à 450 MHz. Ces fréquences-là vont correspondre à la basse couronne du Soleil, c'est-à-dire au-dessus de la chromosphère, à des altitudes qui vont de 4000 km à 10 000 km. Donc c'est une application fondamentale de la notion de fréquence plasma électronique. Maintenant,
Les émissions que vous pouvez voir sous forme de points brillants, et c'était peut-être là votre question, les émissions que vous pouvez voir sous forme de points brillants, eh bien, ne sont pas des émissions forcément à la fréquence plasma, mais ça peut être ce qu'on appelle des émissions de type cyclotron qui sont dues au fait que vous avez dans l'atmosphère du Soleil des particules qui donc sont soumises au champ magnétique local, et donc leur trajectoire va avoir la forme d'une hélice, et donc ces électrons qui vont tourner sous forme d'une hélice vont rayonner dans l'espace à la fréquence cyclotron. Et il se trouve que dans certaines conditions, la fréquence cyclotron est voisine de la fréquence plasma. Alors pour revenir encore à la fréquence plasma, vous avez sous les yeux là un tableau qui apparaît et qui vous donne, en fonction de la densité électronique des différents milieux que l'on peut considérer, par exemple les lobes de la magnétosphère de la Terre, le vent solaire, la couronne solaire, une atmosphère de pulsar, un tube à décharge, un plasma de fusion, un tokamak, des électrons dans un métal, ça c'est un métal classique, du cuivre par exemple, l'intérieur du Soleil, vous avez des densités extrêmement variables, des densités électroniques qui varient par exemple de 10 puissance 4 dans les lobes de la magnétosphère de la Terre, jusqu'à, dans l'intérieur du Soleil, jusqu'à 10 puissance 32 électrons par mètre cube. Et bien à droite, on a représenté la fréquence plasma. Donc, vous voyez, la fréquence plasma, elle peut varier d'une quantité qui va de 900 Hz seulement dans les lobes de la magnétosphère, donc des très basses fréquences, jusqu'à des très hautes fréquences qui vont jusqu'au domaine visible, notamment en ce qui concerne les électrons dans un métal. Donc la fréquence plasma va pouvoir s'étaler sur un très vaste domaine du spectre électromagnétique. Bon, je dirais que quand même la majeure partie va se trouver dans le domaine radio et jusqu'à l'infrarouge. Alors en ce qui concerne la pulsation cyclotron dont on parlait tout à l'heure, et qui est donc un phénomène qui est tout à fait autre que celui de la fréquence plasma électronique, eh bien, il faut faire simplement intervenir le champ magnétique. On a vu que la pulsation cyclotron, c'est la même chose que la pulsation gyromagnétique, on a vu dans le cours. C'est oméga, en valeur absolue, égale EB sur M pour un électron. E, c'est la charge d'un électron, 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. M, c'est la masse de l'électron, 9,1 10 puissance moins 31 kg. Alors, vous me pardonnerez de rechercher un papier à côté de moi, parce que je ne connais pas le résultat du calcul par cœur. Si on fait l'application numérique, on trouve que la pulsation cyclotron est égale à 1,71 10 puissance 11 B, si B est mesuré en Tesla, c'est-à-dire que la fréquence, donc oméga c'est 2 pi nu, la fréquence sera égale à 2,8 10 puissance 10 B en Tesla. Si vous vous intéressez à la longueur d'onde d'émission cyclotron, elle est reliée à la fréquence par C sur nu, et si vous faites le calcul numériquement, vous trouvez approximativement 0,01 sur B exprimé en Tesla mètres. Voilà. Alors ça, c'est ça qui est intéressant, parce qu'on va pouvoir faire un petit calcul qu'on va pouvoir, par exemple, appliquer à Jupiter. Dans la magnétosphère de Jupiter, vous avez des champs magnétiques qui sont de l'ordre de 10 puissance moins 3 Tesla. Eh bien, ça veut dire que la magnétosphère de Jupiter, elle va rayonner à la fréquence cyclotron qui sera voisine de 10 mètres, c'est-à-dire dans le domaine décamétrique. On va donc recevoir des émissions décamétriques, cyclotrons, c'est ce que fait le réseau décamétrique de l'observatoire de Nancy, par exemple. En ce qui concerne le Soleil, même type d'application, dans les régions actives maintenant. Dans les régions actives solaires, vous avez du champ magnétique. Donc ce champ magnétique est de l'ordre de 10 puissance moins 2 Tesla, ce qui va entraîner des longueurs d'onde voisines de 1 mètre
ou bien des fréquences voisines de 250 MHz. Vous êtes là dans le domaine métrique, c'est le domaine d'observation du radiohéliographe de Nancy. Donc le radiohéliographe de Nancy va lui non seulement percevoir des informations à la fréquence plasma, mais la fréquence plasma est indépendante des champs magnétiques. La fréquence plasma, elle est liée à la densité électronique, donc elle va correspondre à un niveau d'altitude dans l'atmosphère du Soleil. Et à ces émissions à la fréquence plasma vont se superposer d'autres types d'émissions, notamment les émissions à la fréquence cyclotron. Les émissions à la fréquence cyclotron, elles, dépendent du champ magnétique local. Notamment, vous voyez, pour Jupiter et pour le Soleil, il se trouve que ces émissions tombent également dans des domaines de fréquence voisins de la fréquence plasma. Mais il ne faut pas confondre ces deux types d'émissions dont la nature physique, au départ, est différente. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, un peu longuement peut-être. Donc, dernier sujet, s'il n'y a pas d'autres questions, ça va être sur vitesse de phase et vitesse de groupe. Il y a deux questions. Il y a une question de Monibé sur la vitesse de la lumière et un texte plus long avec une question sur les ondes OPPH de P. Lassalle. Donc je ne lis pas la question parce qu'elle est longue, hein, mais donc c'était vitesse de phase, vitesse de groupe. Alors, on va d'abord peut-être un petit peu aborder la notion de vitesse de phase et de vitesse de groupe à partir du mouvement d'une particule. Il y a l'un d'entre vous d'ailleurs qui a fait remarquer les considérations dont je vais vous parler maintenant parce que je les trouve personnellement extrêmement intéressantes. Si vous vous intéressez à une particule, il existe ce qu'on appelle une dualité. La dualité onde-particule. Et vous allez voir qu'on peut associer à une particule une vitesse de phase, mais également aussi une vitesse de groupe. Ça, c'est un problème qui va relier finalement l'électromagnétisme un petit peu à la relativité restreinte. Alors, nous allons simplement commencer par introduire cette notion. Par l'intermédiaire de la dualité onde-corpuscule. Lorsque vous avez une onde à la pulsation oméga, un photon par exemple, eh bien l'énergie du photon de pulsation oméga est donnée par cette relation. E égale h bar oméga. H bar, c'est h sur 2pi. H, c'est la constante de Planck, c'est-à-dire 6,62 10 puissance moins 34 unités du système international. Lorsque vous avez une particule de masse m et de vitesse v, cette particule, elle possède ce qu'on appelle une quantité de mouvement. En mécanique classique, on définira la quantité P comme étant l'impulsion ou la quantité de mouvement, c'est pareil, par la relation P égale mv. En relativité restreinte, la formulation est un petit peu différente, mais pas beaucoup. Elle s'écrit gamma mv, où gamma est un facteur qui vaut 1 sur racine de 1 moins v2 sur c2. Eh bien, on peut associer à cette particule, qu'elle soit d'ailleurs classique ou relativiste, une onde. Par l'intermédiaire de cette dualité, onde-corpuscule, et de la relation de Louis de Broglie, P égale H bar K. Donc, à toute particule de masse m de vitesse v,
je vais pouvoir associer une onde, définie ici par K. K, c'est le nombre d'ondes. C'est donc en fait 2π sur lambda, où lambda est la longueur d'onde. C'est ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. Eh bien, la vitesse de groupe, elle, et la vitesse de phase sont en électromagnétisme définies par les relations suivantes. Vφ égale oméga sur K, ça c'est la vitesse de phase, et Vg égale doméga sur dk, c'est la vitesse de groupe. Si vous multipliez le numérateur et le dénominateur par h bar, bien vous obtenez Vφ égale h bar oméga sur h bar k, c'est-à-dire E sur P. C'est le rapport énergie sur impulsion. De même, la vitesse de groupe pourra être définie comme étant d de h bar oméga sur d de h bar k, c'est-à-dire dérivée de l'énergie par rapport à l'impulsion. Eh bien, voyons pour une particule ce que cela donne en relativité restreinte. En relativité restreinte, je vous donne les formules qui sont nécessaires, à savoir que l'énergie d'une particule vaut gamma mc2, où gamma est égal à 1 sur racine de 1 moins V2 sur C2, c'est étant la vitesse de la lumière, et puis l'impulsion de la particule, nous venons de le voir à l'instant, vaut gamma mv. Eh bien, qu'est-ce que j'obtiens comme vitesse de phase? J'obtiens comme vitesse de phase pour ma particule le rapport E sur P. Le rapport E sur P, vous voyez tout de suite qu'il est égal à C2 sur V. Eh bien, il est plus grand. Ce rapport est plus grand que la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que la vitesse de phase est plus grande que la vitesse de la lumière pour une particule en relativité restreinte. Donc il est fréquent, effectivement, d'avoir cette notion de vitesse de phase qui peut être plus grande que la vitesse de la lumière. Nous allons maintenant voir le lien avec la vitesse de groupe. En utilisant les deux relations que je viens de montrer, à savoir E égale gamma mc2 et P égale gamma mv, eh bien vous pouvez après un petit calcul, mais ça je ne vais pas le faire, vous pouvez après un petit calcul montrer que le carré de l'énergie est égal à P2C2 plus M2C4. Eh bien, cette relation elle est très utile parce qu'on va pouvoir calculer la vitesse de groupe de la particule associée à l'onde. Il suffit de différencier la deuxième équation. Donc on différencie et on obtient 2E dE égale 2P dP que multiplie C au carré. dE sur dP, c'est la vitesse de groupe de l'onde qui est associée à la particule. Eh bien, dE sur dP, comme vous le constatez, est égal à C2 P sur E, c'est-à-dire C2 que divise la vitesse de phase de l'onde. Or, la vitesse de phase de l'onde associée à la particule, on a démontré qu'elle était égale à C2 sur la vitesse de la particule. Vφ égale C2 sur V va donc nous donner comme vitesse de groupe la vitesse de la particule. Donc, vous voyez, en relativité restreinte, la vitesse de groupe associée à la particule, c'est la vitesse elle-même de la particule. Donc, c'est la vitesse à laquelle se propage l'énergie de la particule. Donc, c'est la vitesse de propagation de l'information. Ça, c'est une approche qui est liée
à la relativité restreinte qui permet donc d'expliquer, de montrer pourquoi on peut avoir une vitesse de phase plus grande que la vitesse de la lumière, mais par contre, bien entendu, la vitesse de groupe sera toujours plus petite que la vitesse de la lumière. La vitesse de groupe, c'est la vitesse de propagation de l'information, c'est la vitesse de propagation de l'énergie. Alors nous allons maintenant passer à un second aspect qui est purement lié à la notion de paquet d'ondes. C'est dans les paquets d'ondes que l'on voit apparaître de façon naturelle la notion de vitesse de phase et la notion de vitesse de groupe uniquement dans le cadre des ondes électromagnétiques. Donc là, j'abandonne l'aspect dualité onde-corpuscule. Je m'intéresse uniquement à l'aspect ondulatoire des ondes électromagnétiques. Qu'est-ce que c'est qu'un paquet d'ondes? En fait, c'est une onde plane, progressive, harmonique. Ça n'existe pas dans la réalité. Une onde est toujours en fait constituée d'une superposition de pulsations ou de fréquences, sous la forme de ce qu'on va appeler des paquets d'ondes. Un paquet d'ondes, c'est quelque chose qui se met sous la forme suivante. Je vais simplement traiter le cas du champ électrique. E égale E0, intégrale de oméga 0 moins delta oméga sur 2, à oméga 0 plus delta oméga sur 2, E0 de oméga, E puissance I, facteur de oméga t moins kx, et d oméga. Ça, c'est l'expression d'un paquet d'ondes. E0 de oméga s'appelle l'amplitude de l'onde. Elle dépend de oméga. Et vous voyez apparaître un terme en E puissance I oméga t moins kx, qui est une progression dans le sens de l'axe des x positifs, avec un vecteur d'onde k qui est orienté de la gauche vers la droite. Voilà. Eh bien, on va traiter un paquet d'ondes le plus simple possible, qui va tout naturellement faire apparaître la notion de vitesse de phase et de vitesse de groupe. Que E0 de oméga est indépendant de oméga. Pour simplifier le problème, donc hypothèse, de telle sorte que E0 de oméga, je l'appellerai tout simplement E0. On va considérer aussi un paquet d'ondes dans lequel de largeur delta oméga. Vous avez ici delta oméga, ça s'appelle la largeur en pulsation, bien sûr, du paquet d'ondes. On va supposer que delta oméga est négligeable devant oméga 0, qui sera la pulsation centrale du paquet d'ondes. Eh bien, on va écrire oméga égale oméga 0 plus oméga moins oméga 0. Ça ne mange pas de pain. Et k égale k0. Là, effectivement, on va faire un petit développement limité. On va écrire que c'est égal à k0 plus oméga moins oméga 0. dk sur d oméga. Et donc, on s'arrête au premier ordre. Et donc, on va injecter oméga et k à l'intérieur de l'intégrale. Et on va faire sortir, sous cette formulation-là, un paquet d'ondes avec son amplitude et sa partie, effectivement, propagative à la vitesse de phase. Donc, remplaçons dans cette équation. On obtient E égale E0, intégrale de... On va plutôt commencer par écrire l'exponentielle, ce sera un petit peu plus simple. Le E puissance écrivons simplement déjà le contenu de l'exponentielle, oméga t moins kx, on va le mettre sous la forme oméga 0t moins k0x plus oméga moins oméga 0 t moins oméga 0
dk sur d oméga x. Et donc on va injecter oméga t moins kx à l'intérieur de l'expression de l'onde. Donc l'exponentielle i facteur de oméga t moins kx se met sous la forme e puissance i facteur de oméga 0 t moins kx fois une seconde exponentielle dans laquelle on peut mettre oméga 0, oméga moins oméga 0 en facteur, t moins dk sur d oméga x, et on va calculer l'intégrale de tout ça en mettant en facteur devant e puissance i oméga 0 facteur de t moins k0 sur oméga 0 x somme de oméga 0 moins delta oméga sur 2 à oméga 0 plus delta oméga sur 2 de la seconde exponentielle, sans oublier le i devant, oméga moins 0, oméga 0, facteur de t, moins dk sur d oméga x. La première partie, qui est devant, fait apparaître ce qu'on appelle en fait une onde à haute fréquence qui se propage à la vitesse de phase v phi égale oméga 0 sur k0. La seconde intégrale, compte tenu du fait qu'elle va porter sur un terme dans lequel il y a oméga moins oméga 0. C'est ce terme-là. Ça, c'est une onde basse fréquence, parce que oméga moins oméga 0 est petit. Et cette onde basse fréquence, on voit qu'elle se propage à une vitesse qui est Vg égale d oméga sur dk. Cette onde basse fréquence, elle va représenter ce qu'on appelle une enveloppe. On va donc avoir un signal haute fréquence qui se propage à la vitesse de phase, modulé par une enveloppe basse fréquence qui se propage à une autre vitesse, qu'on appelle la vitesse de groupe. On peut développer le terme de droite de façon à faire apparaître une fonction qui est très classique. C'est ce qu'on va faire. Le terme de droite, cette intégrale, je peux poser u égale oméga moins oméga 0. Et donc l'intégrale devient somme de moins delta oméga sur 2 à delta oméga sur 2 de e puissance i u facteur de t moins x sur vg. Vg désignant la vitesse de groupe. Eh bien ça s'intègre très facilement puisque ça nous donne e puissance i u facteur de t moins x sur vg que divise i facteur de t moins x sur vg entre les bornes moins delta oméga sur 2 et delta oméga sur 2. Et donc cette amplitude, en fait, il manque ici d'ailleurs E0 devant, l'amplitude est donc égale à E0 que multiplie une fonction qu'on appelle un sinus cardinal de U, de delta oméga sur 2, facteur de t moins x sur vg. La fonction sinus cardinal, c'est en fait la fonction sinus x sur
x. C'est une fonction qui présente en valeur absolue un maximum et des lobes secondaires. Valeur absolue de sinus x sur x en fonction de x. On a donc pour l'onde finale un produit. Vous aurez ici un delta oméga qui manque. Pour l'onde finale, on a donc un produit E de x et de t quand on passe à la partie réelle qui se met sous la forme E0 delta oméga cosinus oméga 0 facteur de t moins x sur v phi sinc de delta oméga sur 2 facteur de t moins x sur vg. Ça, c'est l'amplitude. Or, l'énergie de l'onde plus exactement la densité d'énergie de l'onde, est en epsilon 0 E2 sur 2. Ce qui fait que la densité d'énergie de l'onde est maximum là où l'amplitude est maximum. On peut faire la représentation graphique de cette fonction qui est le produit d'un signal, je le répète, haute fréquence, qui se propage à la vitesse de phase v phi, par un signal basse fréquence, qui est en fait son enveloppe, qui se propage à la vitesse de phase, à la vitesse de groupe, Vg. Bien, on va représenter graphiquement cette fonction à l'aide d'une représentation graphique qui a été faite par l'un d'entre vous et qui représente le produit entre le signal à haute fréquence qui se propage à la vitesse de phase, c'est le signal rouge, qui est multiplié, donc qui est modulé en fait par une enveloppe à basse fréquence qui, elle, va se propager à la vitesse de groupe. Donc vous voyez ce signal rouge avec, indiqué par une flèche verte. Ça représente une vitesse de propagation qui est celle de la vitesse de phase, c'est la vitesse du signal haute fréquence. Et ce signal haute fréquence, il est modulé par, par ce sinus cardinal qui se propage moins vite à la vitesse de groupe, c'est la vitesse bleue, hein, en fait, hein, c'est la vitesse qui est indiquée par la flèche bleue. Donc la flèche bleue avance beaucoup moins vite que la flèche verte. Donc c'est là la distinction entre la vitesse de phase et la vitesse de groupe. Alors là où l'énergie est maximum, ce sont les endroits où l'amplitude du signal rouge est maximum. Eh bien, les endroits où l'amplitude du signal rouge est maximum, ce sont des endroits qui se propagent non pas à la vitesse de phase, mais qui se propagent bien à la vitesse de groupe. Ce sont des endroits qui se propagent à la vitesse de l'enveloppe. Eh bien, ce dernier graphique met fin à notre direct et nous allons vous retrouver donc très prochainement pour la semaine numéro 7 qui va porter sur les régimes stationnaires des équations de Maxwell où on commencera par l'électrostatique. Merci, bonne fin de journée. Au revoir.